Donc, je renouvelle les remerciements que t'ont déjà fait les camarades. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Pour ma part, je voulais. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton dernier livre, le livre noir des Jeux Olympiques, que je remets à l'image. Que ton éditeur, donc Exuvie, nous a fait la gentillesse de nous envoyer. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour sur le site de Exuvie, qui est une maison d'édition courageuse, et on y trouve plein de choses intéressantes. Donc, sans plus tarder, pour revenir donc sur cet ouvrage que j'ai trouvé édifiant, parce que moi-même, n'étant pas familier du monde sportif, j'ai appris beaucoup de choses. Et à commencer par l'existence même du CIO, donc du Comité international olympique, dont j'ignorais, j'ai pas honte de le dire, dont j'ignorais complètement l'existence. Donc, pour les gens qui seraient dans ma situation, est-ce que tu pourrais expliquer rapidement qu'est-ce que le CIO, qui le compose, quel est son mode de fonctionnement, quelles sont ses prérogatives, rapidement? Est-ce qu'on peut dire que c'est une monstruosité? C'est plus ou moins l'hydre de Lerne. Quand on coupe une tête, il y en a 7 autres qui réapparaissent. Le CIO, le Comité international olympique, c'est une organisation supranationale qui est potentiellement l'une des organisations non étatiques les plus puissantes du monde, avec à sa tête un Allemand, Thomas Bach, qui a un fonctionnement complètement opaque, qui ne répond à aucune règle de pseudo-démocratie haute, puisqu'en fait, ils se cooptent les uns les autres. Il y a 105 membres dits actifs. On va retrouver l'émir du Qatar, le prince Albert de Monaco, des anciens hommes d'affaires, des anciens athlètes, parfois plusieurs personnes d'un même pays. Il n'y a aucune transparence vis-à-vis des votes. Ils sont retranchés dans leurs quartiers généraux à Lausanne. Ils sont accueillis par tous les dirigeants du monde avec le tapis rouge et un traitement royal. Et c'est eux qui décident dès l'obtention des Jeux Olympiques et tout ça. Et c'est eux qui vont faire plier certains des États les plus puissants du monde sans aucun problème. Donc, on peut dire que Thomas Bach, le président du CIO, est dans les personnes les plus importantes du monde, sans problème. Et pourquoi les gens ne le connaissent pas? C'est que contrairement au football et à la FIFA, personne n'en parle dans les pays francophones. C'est quelque chose de très discret. Qui dit discret dit une impunité plus grande. D'accord. Alors, parmi les scandales les plus emblématiques ayant entaché les JO, il y a ces sombres affaires de dopage en Allemagne de l'Est, donc en ex-RDA, et avec son cas le plus emblématique, celui de Heidi Krieger. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit et surtout la réaction qui a été celle du CIO, mais également celui du gouvernement allemand? Ah, c'est de la folie. Je ne sais même pas par où commencer, puisqu'en fait, ce dopage étatique était plus proche de l'expérimentation humaine même que la simple amélioration de performance, qui s'est passé en ex-Allemagne de l'Est. Mais tout de suite, on va rappeler qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait aussi du dopage généralisé. Et d'ailleurs, en Espagne aussi, là, c'est un documentaire qui est sorti juste hier d'une chaîne allemande qui montre bien que, notamment pour les Jeux de Barcelone, il y avait une volonté espagnole de doper également ces athlètes. Sauf qu'en RDA, ça a pris une tournure absolument dingue, puisqu'en fait, depuis 13, 14, 15 ans, les jeunes filles et les jeunes garçons étaient dopés aux stéroïdes, à d'autres médicaments, on va dire ça comme ça, il y a les noms dans le livre. Et notamment pour les jeunes filles, en fait, il y a eu énormément de double effet. Alors, outre l'amélioration du poids, de la forme musculaire et tout ça, certaines ont commencé à avoir une pilosité aiguë. La voix a changé. C'est-à-dire que Heidi, notamment, quand elle répondait au téléphone, je pensais que c'était un homme. Et subitement, son corps s'est complètement transformé. Il y a une autre athlète également qui, à 24-25 ans, souhaitait avoir un enfant avec son conjoint. Il n'y arrivait pas. Et en consultant un gynécologue et en faisant des examens, il s'est rendu compte qu'elle avait l'appareil génital d'une fille de 12 ans. Puisqu'en fait, tout ce qu'elle avait pris et emmagasiné dans son corps avait bouleversé, avait détruit presque l'intérieur d'elle-même. Et dans le cas d'Heidi, ça a été plus que ça. Elle-même le disait, son corps ne lui appartenait plus. Elle n'était plus Heidi Krieger. C'était une lanceuse de poids, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a également le surentraînement, ce qui fait que ses articulations étaient complètement ruinées. Et elle, en fait,
la seule chose, quelque part, qui lui donnait confiance en elle, c'était le sport, parce qu'en fait, elle était forte, elle était reconnue pour ça. Ailleurs, on la prenait pour un monstre. Elle était devenue, quelque part, monstrueuse. Et tous, ils disaient, c'est les vitamines, c'est normal et tout. Et donc, en fait, c'était un engrenage. Sa carrière sportive, finalement, sera assez éphémère. Et donc, elle passe ses années en quête de reconnaissance, en quête d'identité. Parce que si du jour au lendemain, en quelques années, l'espace de votre adolescence, vous pesez quasiment 100 kilos, vous avez de la barbe, votre voix a changé, elle est devenue une voix d'homme et vos traits physiques sont devenus ceux d'un homme, se pose la question évidemment de son identité. Tant et si bien qu'à la fin des années 90, elle changera de sexe. Et que dans les années 2000, il y aura un énorme procès en Allemagne vis-à-vis de certains athlètes justement qui ont, pour obtenir réparation, les réparations ont été assez risibles au final. Et le plus terrible dans cette affaire, et pourquoi j'en parle et pourquoi c'est encore important aujourd'hui, c'est que ce fameux Thomas Bach, le président du comité international olympique, à l'époque, dans les années 2000, était président du comité olympique allemand et a autorisé la réintégration de 5 coachs et docteurs de l'ex-Allemagne de l'Est qui avaient avoué avoir pratiqué cela. Donc du dopage, comme ils disent. Je pense qu'on était plus proche de l'expérimentation humaine. Donc faute avouée à moitié pardonnée, visiblement, donc M. Bach n'avait aucun problème à réintégrer des gens qui ont pratiqué l'innommable. Ça montre bien la priorité de la lutte contre le dopage. Oui, c'est complètement édifiant de voir que que ce soit le gouvernement allemand ou le CIO, tout le monde, ils se sont excusés, c'est bon. On peut les Espagnols font pareil depuis hier. Alors, en France, c'est génial, c'est que non. Les gens ils se dopent dans le monde entier. Il y a les Russes qui se dopent, il y a les Chinois qui se dopent. Les Chinois, actuellement, il y a un cas très intéressant. Les Américains, les Anglais, mais les Français, non. Moi, je peux juste te donner une petite anecdote là-dessus. Je n'ai pas le dossier, donc je ne peux pas te donner le nom. Parce qu'en fait, si je te dis le nom, je perds forcément le procès parce que je n'ai pas le dossier. On me l'a simplement dit de plusieurs sources. Mais tu as des championnes et des champions français très importants qui ont été sauvés par un président de la République et 2 autres, on a couvert le dossier. Il y a eu des retraites sportives ou des opérations au genou, notamment d'une joueuse de l'équipe de France de football, tennis aussi, parce qu'il n'y a pas que le cyclisme. Et c'est pour ça que tu as des gens de l'Agence française antidopage qui sont partis, qui étaient outrés. Donc le dopage est un problème qui est mondial, où les tricheurs et la pharmacie a toujours un temps d'avance sur ceux qui sont censés les attraper. Mais ça concerne tous les pays. Hein. Et par contre, c'est vrai que dans certains extrêmes, notamment c'est passé en Allemagne de l'Est, moi, j'ai même pas de mots quand même. Oui, je pense que c'est l'apogée de l'horreur, c'est les sportifs d'Allemagne de l'Est qui ont été des cobayes, quoi, tout simplement. C'est ça. Alors, on comprend aisément que du coup, quand les athlètes français ont entendu Paris 2024, ils se sont dit super. Dans notre nation, en France, il y a plein de soucis dans le sport. Ça va être l'occasion de faire avancer certaines choses. Et malheureusement, de ce que j'ai lu dans ton livre, ils sont passés de l'enthousiasme à la désillusion assez rapidement. Parce que, outre la santé physique des athlètes, l'accompagnement des carrières, etc., n'est pas ce qui devrait être. Et que ce soit pour les sportifs d'ailleurs ou pour les États. Parce que l'adage des jeux, l'adage du CIO, c'est les jeux financeront les jeux. Mais nous, on ne demande qu'à y croire. Et le réel semble quand même le démentir. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût prévisionnel des Jeux de Paris 2024 et leur coût réel? Et surtout, qui paye? C'est la dernière question est la plus importante. Mais non, voyons, les jeux paient les jeux. Amélie Oudéa-Castéra, elle l'a dit. Voyons, on ne va pas douter quand même de la ministre des Sports. Je rappelle que quand Pierre Moscovici à la Cour des comptes avait commencé à dire qu'il allait avoir un déficit, dès le lendemain, Madame Oudéa-Castéra, en gros, a dit mais pour qui se prend, les jeux paient les jeux. Bon. Alors, je tiens juste à préciser une chose déjà sur les athlètes, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent public dans le sport français, à travers l'Agence nationale du sport, l'ANS. Et ça aide quand même des athlètes potentiellement médaillables, c'est une réalité. Il y en a qui ont été accompagnés, donc c'est bien. Tu ne peux pas aider tout le monde, mais ce sont surtout les fédérations qui ont pris de l'argent. Et cet argent-là, on a vraiment dopé les fédérations. Il va falloir m'expliquer comment ils peuvent être en déficit avec autant de subventions publiques et pourquoi on ne regarde pas. On peut penser à l'escrime, on peut penser à la lutte notamment. Et quand j'entends le canoë-kayak dire aux parents des jeunes de l'équipe de France, s'il y a une compétition à l'étranger, vous devez participer à payer au transport. Et tu te dis, l'argent des subventions, il va où en fait?
pas. Et donc, évidemment, on ne rend compte à personne. On a un gouvernement qui a voulu fermer le couvert sur tout ça parce que ça fait partie des dépenses. Parce qu'au final, ce n'est pas le budget des Jeux Olympiques, mais tout ce qu'on a mis dans l'ANS, donc d'argent public pour aider le sport en France, qui a aidé le sport de très haut niveau, aider les fédérations. On se rend compte que ces fédérations ont des problèmes de gouvernance absolument déments et on ne leur demande jamais de compte. C'est de l'argent également public qui, quelque part, accompagne les Jeux. Donc ça, il faudra le rajouter au budget. Évidemment, on va me dire, mais non, mais quelque part, c'est en rapport. Maintenant, vis-à-vis du budget de Paris, à la base, on parlait de 6,6 milliards et tout, mais si tu veux, ce qui est assez exceptionnel en France, c'est que contrairement aux Japonais à Tokyo, où ça a été également déficit, les Japonais ont quand même tout publié. C'était très propre, notamment le comité d'organisation. Tu savais, ça, en France, pas du tout. En fait, il faut se taper les rapports de la Cour des comptes et tout, mais si tu regardes le comité d'organisation, ils te mettent des PDF de 2 pages. Et ils ont eu l'outrecuidance quand même de dire « Ah, mais les Jeux paient les Jeux, le comité d'organisation est financé à 97% par du privé. » Alors déjà, je tiens à signaler que ce n'est pas uniquement du privé. Alors, il y a quand même 3-4% qui ne sont plus. Même en grave, c'est un détail, on va dire. Mais en fait, s'ils ont oublié de dire, c'est « Et qui va financer les structures ?» Oh non, ils ont oublié dans le budget. Oh non, ça doit être un numéro de communication encore. Ah oui, parce que si tu rajoutes tous les financements des structures, ton chiffre de 97% de privé, ça ne marche plus en fait. Et c'est là où ça a été d'une malhonnêteté crasse, parce que tu peux retrouver les articles de ce que je te dis. Il y a eu des mouvements de communication qui ont été faits en disant les Jeux paient les Jeux, à 97%, le budget du comité d'organisation est autofinancé. Oui, d'accord, le comité d'organisation, ça coûte de l'argent. Et les structures qui les financent, ah mince, c'est l'État. Et en plus, on verra oui, donc on est loin. On a fait des promesses, hein, parce qu'on a menti, et que là, on s'approche d'un budget total plus proche des 11-12 milliards que des 6-7 annoncés, quoi. On passe du simple au double au final. Mais c'est pas comme si on n'avait pas de précédent, parce qu'on a quand même accueilli les Jeux Olympiques de Grenoble et d'Albertville. Et je crois que la note a été assez salée, notamment en termes d'impôts locaux. Et puis les infrastructures, 26 ans, 26 ans, ils ont mis les Grenoblois pour rembourser, je crois. Avec une augmentation faramineuse des impôts locaux, des structures qui sont en friche, comme le tremplin de saut à ski, qui depuis les années 90 est à l'abandon. C'est un désastre. Ce qu'on appelle les éléphants blancs. Mais pour que les gens comprennent, la Chine n'a pas réussi à payer les Jeux. C'est-à-dire que c'est l'État qui a payé au final. Les Jeux n'ont pas payé les Jeux en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni. Je ne parle même pas de la Grèce à l'époque, parce que ça a contribué à alourdir la dette publique. Je ne parle pas des Jeux d'hiver qui sont toujours déficitaires, donc en Italie, à Turin. Donc, il va falloir qu'on m'explique comment Paris 2024, comment les génies de Paris 2024, ils allaient réussir ce que tous ces pays-là n'ont pas réussi à faire dans l'histoire. Quand même, on a vraiment des génies, moi, je trouve qu'on est médisants, tu vois. Moi, j'ai bravo à Méluda Castera, Tony Estanguet, vous avez été les premiers à le faire. Parce qu'on a même l'exemple en France, hein, Albertville et Grenoble, qui ont été des gouffres financiers. Donc, c'est pas grave, Paris 2024 va faire l'exploit, celui de payer les Jeux. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on voit le coût faramineux que ça engendre à chaque fois, et peu importe le pays, peu importe la ville qui accueille. Et pourtant, on voit toute la classe politique se démener pour accueillir les Jeux, qui pourtant donc surendettent lourdement les États et les villes. Mais alors, pourquoi cet engouement? Pourquoi tout le monde s'arrache les Jeux si tout le monde sait par avance que ce sera un gouffre financier? Bah, faut bien être sur les photos quand même, hein. Faut bien être le centre du monde pendant 3 semaines. Ce serait de la pure mégalomanie. Oh, vous êtes complotiste, vous n'avez pas le droit de dire ça quand même. Ce sont des gens bien. Mais en fait, il faut le voir d'une autre manière. Il faut se poser la question de comment dans un pays comme la France, où il n'y a aucun consensus politique entre les uns et les autres quasiment, il faut se poser la question du seul consensus, pourquoi c'est les Jeux Olympiques et le sport. C'est quand même exceptionnel. Ils sont d'accord sur rien, mais sur rien. Par contre, pour les Jeux de Paris, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a des grands supporters de Jean-Luc Mélenchon qui me disent Jean-Luc, il n'était pas pour, Jean-Luc. Ouais, d'accord. Bah, retrouver, hein. Juste avant la présidence, il a dit qu'il était pour. Hein. Tous. Alors, c'est vrai qu'on peut voir. Gauche comme droite. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, je tiens à lui rendre à ça ce qu'il faut. C'est quand même le seul à l'époque qui a quand même dit bon, on surveillera quand même les dépenses publiques. Donc, quand même, il avait mis une réserve, donc c'est bien. Par contre, au moment du vote pour la présidentielle, vous pouvez retrouver les articles, il s'était déclaré en faveur de Paris 2024. Comme tous les autres. Alors que c'est exceptionnel, je le répète, ils ne sont d'accord sur rien. Quand arrivent les Jeux, tous d'accord. Et je tiens aussi à signaler, pour ceux qui veulent le dernier effet qui se coule, que ça concerne tout le sport, puisque Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait promis à l'UEFA
Si on a l'euro en 2016, exemption fiscale, hein, c'est la fête, hein, c'est vrai, le Trésor, hein, ce sont ces pauvres contribuables français, c'est eux qui ont qu'à payer, donc c'est quand même pas l'UEFA qui va payer quelque chose. Et donc, il n'est pas réélu, mais c'est François Hollande qui va parachever la promesse de Nicolas Sarkozy, et c'est le gouvernement Hollande qui va faire voter une loi, on va dire, incroyablement avantageuse fiscalement pour les compétitions sportives internationales en France. C'est pour ça que l'attractivité dite française promue par Emmanuel Macron, non, c'est pas que la France est attractive, c'est que la France fait des cadeaux fiscaux. Et donc, on remarque qu'il y a eu la continuité Sarkozy, Hollande, Macron, les trois dans le même domaine. La même chose. La France serait devenue un genre de paradis fiscal pour organisations sportives supranationales, c'est bien ça? Eh ben, faut reprendre le texte de loi et on se rend compte que oui. Donc, c'est factuel. Alors, en plus, les gens peuvent même le vérifier. Et là, ils vont se dire, mais attendez, mais on se fout de la gueule de qui, là? Alors, c'est vrai qu'on peut voir la domination du CEO sur les États quand on voit que de droite comme de gauche, tout le monde a un programme commun pour les Jeux. Mais est-ce qu'au final, c'est pas plutôt un révélateur que cette opposition de façade droite-gauche, centre, extrême droite, extrême gauche n'est qu'une opposition de façade? Est-ce qu'on ne serait pas régi par un parti unique en France? Je n'ai pas les compétences pour répondre à cela. Mais en matière du sport, je te dis quand même, je tiens quand même à rendre hommage aujourd'hui à certaines personnes de gauche qui quand même ont remis des choses en question après. Mais ils ne sont pas nombreux. Et il y en a beaucoup. Et puis, surtout a posteriori. Tu vois, par exemple, la commission d'enquête sur les défaillances des fédérations sportives en France, tu vois, argument sportif, l'attitude du Rassemblement national, elle est tellement honteuse que pour moi, ils ne peuvent pas diriger le pays avec ce qu'ils ont fait là. Parce qu'en fait, le sport, ça concerne des millions de gens, des millions de Français. Donc, c'est une préoccupation quotidienne, on est d'accord? Bien sûr. La seule question que Julien Audouille lève à la tête, c'est « Oui, mais le voile! Oui, mais le voile !» Mais ferme-la, on parle de pédophilie dans le sport et toi, le seul truc que tu trouves à dire, c'est ça? Moi, je l'aurais en face de moi, mais je te jure, j'aurais dit, mais t'es qui en fait? Comment tu veux estimer gouverner le pays quand la seule chose que tu as à la bouche quand on te parle de pédophilie, le voile, l'islamisme? Franchement, c'est un manque de respect. Vis-à-vis de toutes les victimes, parce que le Rassemblement national, je te le dis, dans la commission du sport, ils n'en ont rien à cirer. Mais rien à cirer. Visiblement, s'il y a des gamins qui se font violer dans le sport, c'est pas leur problème. Hein, ça dépend, peut-être qu'ils avaient un voile, peut-être que là, ils auraient réagi. Tu vois, et ça m'a tellement énervé, j'ai dit, mais comment on peut être aussi con? Comment on peut être aussi con et vouloir gouverner un pays quand tu n'es même pas fichu de regarder les magouilles du sport et que là, la seule chose qu'ils pensaient, le Rassemblement national, c'était passer et avoir les jeux parce qu'on leur faisait croire on va vous accepter comme ça. Envie de vomir. Et encore une fois, je parle juste du sport. Mais pour moi, ça, tu ne peux pas gouverner un pays. Tu ne peux pas gouverner un pays. Quand tu montres un tel mépris vis-à-vis du sport, c'est-à-dire une activité faite par des millions de Français, les Républicains, c'est la même chose. C'est-à-dire que eux, plus c'est, comment je pourrais dire, dans un délire de contrôle, comment je pourrais dire, plus on laisse de liberté au monde du sport, plus ils sont contents. Mais pourquoi? Parce que le patron du comité olympique français, c'est un républicain, M. David Lapartien. Donc, pour les lois JO, c'est le RN et les LR qui l'ont voté pour, évidemment. Donc, la commission d'enquête, pareil, les LR, évidemment, ils sont cachés. Et tu as quand même une personne qui s'appelle Mme Bellamy, je crois, qui est avec Édouard Philippe, qui a fait le boulot, tout de même, un minimum, et des gens un peu de gauche. Mais la plupart en ont rien à cirer. Donc, rien à cirer de la pédocriminalité, j'ai quand même montré les choses, de la corruption du sport. Qui dit corruption dans le sport dit corruption de deniers publics, potentiellement. Rien à cirer. Tu te rends compte que la Rassemblement national s'est barré de la commission, quand même. Parce que, soi-disant, ça ne parlait pas de l'islamisme. Mais tu imagines à quel point... Je veux dire, là, ça peut être un truc qui peut rassembler des gens qui est la pédocriminalité. Ah non, le Rassemblement national, ils ont dit non. Ah, donc, j'espère, en fait, la seule chose, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé des débiles pareils à cette commission. Et là, je te le dis, je ne parle pas de politique, je parle juste de mon domaine qui est celui du sport. Parce que moi, je te donnais une anecdote, tiens, un jour, j'avais les gars de Zemmour qui m'ont contacté. Alors, je n'étais pas persuadé, mais enfin bref, Zemmour pour le sport ou je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas persuadé que j'étais vraiment le cœur du truc, tu vois. Et là, je vois en fait réellement, tu vois, les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu lis le compte-rendu, tu lis ce qu'ils disent, mais tu te dis, c'est pas possible. Donc en France, on a un sérieux gros problème avec les libertés laissées au sport et aux dirigeants sportifs. C'est-à-dire quand tu as le président de la Fédération d'équitation en France qui compare une affaire pédocriminelle à un voleur de pommes en pleine Assemblée nationale, que tu as 6 ou 7 dirigeants sportifs poursuivis pour parjure, ce qui montre que le mensonge fait partie de leur culture et que personne n'est capable de dire là, de droite comme de gauche, depuis des décennies dans ce putain de pays, il y a un problème. Donc laissez-moi me mettre au ministère des Sports. T'inquiète pas qu'on va travailler avec le ministère de la Justice. Je dis ça évidemment parce que je reste à ma place.
Mais l'extrême corruption et l'inutilité du ministère des Sports, ce que je vais dérouler aussi, hein, parce que dans ce gouvernement actuel, le ministère des Sports est un ministère qui cherche à mettre les choses sur le tapis. C'est un ministère presque du crime et des méfaits. Parce que dès qu'il y a un problème, c'est aller sur le tapis. Donc, je vais me répéter, de centre, de droite comme de gauche, en matière de sport, à de très rares exceptions près, et la plupart sont quand même à gauche. On dit rien, on laisse faire. Julien Audoul, mes salutations. Très bien. Alors, on a vu le coût des jeux, etc. Et il y a quelque chose qui m'a étonné, qui redonne un peu espoir, même si ça ne se passe pas en France. C'est les désistements de la ville de Hambourg et celle de Budapest également, qui, sur pression populaire, donc il y a des associations qui ont fait signer des pétitions, etc. Et les gouvernements ont reculé. Alors, c'est génial, mais malheureusement, c'est pas pour nous, c'est pas encore pour Paris. En France, on refuse le référendum en France pour ça. Ouais, mais attends, mais il y a des sondages indépendants. Attends, ils ont dit, hein, nous on a des sondages indépendants. Donc c'est-à-dire que le comité d'organisation et la France payent des sondages, commandent des sondages, les payent, mais ils sont indépendants évidemment, et ça montre que les Français sont en faveur des jeux. Mais alors comment expliquer le fait qu'à Budapest et à Hambourg, on a eu des populations suffisamment éveillées, suffisamment alertes pour comprendre le danger que serait l'accueil des Jeux? Bah non, c'est que démocratiquement, les pays en question sont plus démocratiques que la France. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Orban, et c'est vrai qu'il a une diplomatie sportive, tout ce qu'on veut, et bien il a reculé. Parce qu'il y a un minimum de loi. Je crois que c'est quand tu passes une pétition à 200 ou 220 000 signatures, tu peux organiser justement un référendum dans la ville, etc. Et les autorités locales ont simplement respecté la loi. Et en Allemagne, il y a eu un référendum qui a dit non. Les deux seuls pays en fait qui ont refusé ça, c'est les États-Unis et la France. Ça donne une certaine idée de la démocratie. Très bien. Très bien. Alors, d'ailleurs, qui veut des Jeux 2030 en France, hein? D'ailleurs, excuse-moi, je termine de te couper. Tu as les Jeux Olympiques 2030 aussi, là, qui sont en train de créer gros problèmes. Et pareil, il paraît que la France veut les Jeux Olympiques 2030. Genre, les Français les veulent. Pareil, ils ont refusé de faire des référendums dans les villes concernées pour savoir s'il y avait la population qui était d'accord avec cela. C'est quand même assez grave en termes de délit de démocratie. Je terminerai là-dessus. Jens Weinreich, un des pontes du journalisme de l'olympisme, m'avait dit, et avait écrit, je crois, pourquoi la Suède a été écartée pour 2030. Au CEO, on a dit la Suède est trop une démocratie. Alors, si la Suède est trop démocratique, ça veut dire quoi de la France? Oui, complètement. Les Jeux sont l'occasion, donc pour nos dirigeants, pour pousser leur propre agenda politique aussi. C'est ce que tu abordes un peu dans la deuxième partie de ton livre. Et donc, pour ce qui va nous concerner en 2024, les QR codes, les caméras épaulées par l'intelligence artificielle, la vidéosurveillance par drone, le droit du travail aussi, on voit qu'au final, on peut se torcher, entre guillemets, avec le droit du travail. Je crois que certains employés sur les chantiers olympiques travaillent 7 jours sur 7. Oui. Donc, le repos dominical, tu peux oublier, les 35 heures, tu oublies. Mais c'est les Jeux Olympiques. Quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te... attends, rappelle-toi les sans-papiers sur les chantiers. Là, ils ont été régularisés. C'est exceptionnel. Oui, là, comme par magie, ça se fait assez rapidement, visiblement. Ça coûte moins cher sur les chantiers de payer des sans-papiers aussi. Donc, bon, on peut y comprendre. Ben voilà, en fait, c'est une honte. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a un CEO qui a fait plier la France sur le droit du travail, notamment, qui a été retoqué sur beaucoup de choses. Et puis, tu as tout ce côté de la vidéosurveillance algorithmique, parce que le gouvernement refuse qu'on parle de reconnaissance faciale. Alors, je vais te dire, vidéosurveillance algorithmique, c'est un terme barbare. Tu dis ça à 99% des gens, ils pensent que c'est la reconnaissance faciale, ils n'ont aucune idée. Et quelle est la différence entre la reconnaissance faciale et ça? Bon. Alors, je vais citer Amnesty International, qui, je pense, connaît un petit peu le sujet. En gros, la vidéosurveillance algorithmique, c'est des caméras, des drones qui vont capter des comportements préciblés. C'est-à-dire, par exemple, il y en a 6 qui ont été jugés comme potentiellement suspects, notamment celui de marcher à contresens. C'est-à-dire que si vous marchez comme ça, puis d'un coup, il y a quelqu'un là qui vous dit « Ah, mais Jean-Baptiste, je suis là !» Et donc, tu vas marcher de l'autre côté. Le drone, il te chope, tu marches à contresens de la foule, potentiellement c'est suspect, donc potentiellement tu peux avoir une fouille et un contrôle policier. Alors, le gouvernement essaye de rassurer en disant que ce ne sera pas que de l'intelligence artificielle, que ce sera accompagné d'humains. Est-ce qu'on a des moyens de le vérifier? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que cette loi qui avait été contestée par la gauche, par contre, a été votée en masse par le Rassemblement national. Il n'y a eu qu'un abstentionniste
et en totalité par les Républicains. C'est une loi qui a été proposée par le parti présidentiel et qu'elle a été prolongée jusqu'en mars 2025. Alors, le Rassemblement national voulait qu'elle soit jusqu'à fin 2024. Le parti présidentiel voulait que ce soit davantage. Donc, on a cette jusqu'en mars 2025. Donc, je crois que c'est les Jeux Olympiques les plus longs de l'histoire, hein, quand même, hein, parce que la loi spéciale JO s'étend jusqu'à mars 2025 pour de la vidéosurveillance algorithmique. C'est quand même assez ironique, on le dira. Oui, de toute façon, en France, depuis quelques années, les états d'urgence sécuritaires, sanitaires et maintenant olympiques se succèdent quasi sans discontinuer. Donc, si on résume, les JO, c'est des travailleurs exploités, des athlètes spoilés et le peuple méprisé, on pourrait citer aussi, parce que tout un tas de mesures, comme on vient de le voir avec la vidéosurveillance, etc. Mais il y a aussi… Les QR codes, enfin, les QR codes qui ont du mal à se lire avec l'ensoleillement, d'ailleurs. On a vraiment des génies quand même. Oui, oui, oui. Les étudiants qui devaient dégager de leur résidence, je te rappelle, les agents de sécurité, notamment des sociétés privées, ou même certains policiers, le premier syndicat de police d'ailleurs avait appelé en montrant des images, des conditions absolument détestables et exécrables dans lesquelles certains forces de l'ordre sont hébergées. Aujourd'hui, tu as des personnels de sécurité privée qui travaillent des 60 heures par semaine, qui doivent rester debout 12 heures de suite et qu'on loge dans des bâtiments presque insalubres. Et en gros, mais ça, on ne va pas te le montrer, c'est l'arrière-cuisine, quoi. C'est assez effrayant. Alors, je le répète, hein, les Jeux Olympiques en soi, c'est génial. Mais la manière dont ils sont faits, c'est ça le problème. Parce que le principe en lui-même, il est génial. Quelque part. Quelque part, c'est un des rares choses d'union. Mais la manière dont ils sont faits est inacceptable. Oui, enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai aussi. Quand je vois la cérémonie d'ouverture en Grèce, c'est quand même magnifique. Bon, c'est vrai que quand on arrive sur Paris avec des drag queens avec la flamme, c'est une autre ambiance. C'est peut-être un peu moins flatteur pour la rétine. Mais le principe des jeux en soi n'est pas mauvais, je pense pas. Ben non, c'est bien pour toutes ces disciplines qui ne sont pas médiatisées. Tu vois, pour connaître des athlètes, là j'ai publié quelque chose sur un archer du Tchad qui s'est qualifié. Dis-toi qu'à N'Djamena, la capitale tchadienne, ils construisent leurs cibles avec de la paille et du carton. Et ce monsieur-là va être aujourd'hui dans les 64 meilleurs archers du monde. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, sur le principe, je trouve ça incroyable. Maintenant, la manière dont c'est réalisé, je vais juste donner cet exemple-là pour que les gens comprennent. Quand tu parles d'athlètes spoilés, c'est-à-dire que le vainqueur des Jeux Olympiques, c'est le Comité international olympique, puisque c'est lui, au final, qui va récupérer l'argent, des droits de diffusion, des sponsors et tout ça. Il n'y a que lui qui a ce droit-là. Il va redistribuer 0 € aux athlètes. Et pendant ce temps, le directeur de la communication institutionnelle du CEO, Christian Clau, va prendre dans l'année plus de 540 000 $. Je pense qu'avec ça, pour les athlètes 0, pour le directeur de la com institutionnelle, 540 000 $ dans l'année. Je pense qu'avec ça, on a résumé comment ça marche. Et pourtant, si je ne dis pas de bêtises, le CIO s'autoproclame ONG à but non lucratif. Oui, mais le secrétaire général, je crois que c'est 1,2 million qui prend par an. Bon, c'est moyennement lucratif, quoi. Non, puis il y a tout le reste. Il y a les faux frais aussi, quand même. Puis il faut voir comment ils ont été accueillis en France. Hein, je te rappelle, hein, c'est chef étoilé, tapis rouge. Tu as l'impression que ce sont les rois du monde. D'ailleurs, l'un des surnoms de Thomas Barr, le prénom du CEO, est le roi soleil. Kingston Back, comme on l'appelle à Lausanne. Et le pire, c'est que c'est un peu le cas. Très bien. Alors, Romain, j'ai une dernière question. C'est plus un développement suivi d'une question. Et j'aimerais avoir ton avis. Donc, je vais te lire ça. Donc, les JO, c'est aussi la prestation désastreuse d'Ariel Dombal, la fermeture des stands de bouquinistes le long de la Seine, Hidalgo qui patauge dans la Seine après 1,4 milliard investi pour la rendre baignable. L'avenir nous dira si c'est le cas ou non. Mais également des drag queens, donc, comme on le disait, qui portent la flamme et tout ce langage autour du développement durable, de l'inclusivité, etc. Nous disions tout à l'heure que les politiques de droite comme de gauche courtisaient le CIO pour être choisis comme organisateur. En revanche, certains pays ne seront jamais choisis à cause de la politique qu'ils mènent. On imagine mal le CIO jeter son dévolu sur la République islamique d'Iran, par exemple, ou sur la Biélorussie.
Et s'il était là, le véritable clivage aujourd'hui? Oh, la Biélorussie! Avant, je t'aurais dit, faut pas oublier que pendant 20 ans, 30 ans, le CO a mangé la gamelle du Kremlin et de ses oligarques. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très ironique quand ils font des communiqués et dès qu'il y a de la. Ils appellent ça de la déstabilisation russe, de la propagande russe. J'ai envie de rigoler. Thomas, tu as quand même été décoré par Vladimir Poutine après Sochi. Et tu vas nous faire croire qu'aujourd'hui, les Russes, ils sont méchants? Alors pendant 20-25 ans, vous avez mangé à la gamelle? Ironique quand même. La Russie a fait pleinement partie de la famille olympique. Oui, mais on imagine mal. Aujourd'hui, on imagine mal aujourd'hui. Ouais. Attends, ils ont mis les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi quand même. Hein. Ça fait partie de la Riviera russe. Hein. Jeux Olympiques d'hiver. Alors je veux bien qu'il y ait une montagne pas loin, mais enfin quand même. Et quand même, Sochi, c'est des palmiers. Hein. Je te rappelle quand même que là, on va faire des Jeux Olympiques d'hiver, je crois que c'est les Jeux Olympiques d'Asie d'hiver, en Arabie Saoudite. Et qu'ils ont donné les nouveaux Jeux Olympiques du e-sport à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ça va. L'Arabie Saoudite, ça va. C'est un pays qui fait des réformes quand même. Donc, la Chine, pas de souci. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de se raréfier les candidats parce que les projets sont de plus en plus pharaoniques et les villes de taille moyenne ne sont plus, n'ont plus les moyens. Type Barcelone, même Budapest, tu vois, qui s'est présenté. Ils essayent, voilà. Là, en 2036, tu as un combat entre l'Inde et le Qatar, notamment pour les avoir. Et je peux te dire que Modi, il est en train de donner beaucoup de gages. Une grande opération de lobbying indien va d'ailleurs se faire pendant les Jeux Olympiques de Paris. Donc, en fait, ce qui est problématique, c'est que tu vois, l'Amérique du Sud est complètement écartée. L'Afrique, alors j'en parle même pas. On pourrait revenir sur les conditions d'accession de 2032 pour Brisbane aussi, c'est quand même assez marrant les conflits d'intérêts. Je te tiens à te dire que Tokyo, il y a eu des achats de voix, notamment en Afrique, et ça a été fait par un Français qui... Oh, mon petit doigt me dit qu'il est au comité d'organisation 2024. Tiens. Donc, en effet, c'est pourri comme pas possible, à un niveau qui est quand même assez incroyable. Et les politiciens, en effet, continuent de courtiser cela. Et tu as oublié un mot quand même dans ta démonstration, c'est écologique. Ce sont des jeux écolos. Et ça, je tiens à insister. Paris 2024 sont des jeux écolos. Les seuls qui sont écolos à avoir cassé du corail. Et ça, c'est respectable. Je veux dire, parce qu'après, tu as toutes les campagnes de pub, de relations publiques, parce qu'il n'y a que ça. D'autres diraient de propagande, mais je ne vais pas m'aventurer dans ce mot-là quand même. Donc, on est pour te dire, mais regardez comme on est écolo, etc. Et d'un autre côté, à Tahiti, on a pété du corail à une dizaine d'endroits. Pour construire une tour en aluminium pour les juges afin d'installer des WC modernes et la climatisation, sachant que dans cette épreuve de surf, qui compte la Coupe du Monde de surf, qui est une épreuve mythique, il y a déjà une tourelle qui est faite en bois, en fait, qui respecte l'écosystème, qui, pour le coup, est dans la biodiversité et selon l'écosystème local. Ah non, il fallait faire une tour en aluminium pour satisfaire le CIO, pour les juges, afin qu'ils puissent bien trôner en train de poser quelque chose avec une climatisation. Et bien, cette tour-là, elle a cassé du corail à 10 endroits différents. Et après, tu as Tony Estanguet qui va et Yann Adéo, ils vont parler de jeux verts et écolo. C'est un concept. Ok, merci beaucoup Romain. Merci du temps que tu nous as accordé. On rappelle donc c'est le livre noir des Jeux Olympiques qui est sorti maintenant il y a 1 semaine ou 2 semaines. Allez-y sans modération voilà. À une prochaine, j'espère. C'était un plaisir de s'entretenir avec toi. À toi. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous lâcher un petit like, un petit commentaire. Et à très bientôt.